Merci d'être avec nous. C'est retour du ZCL, bien entendu, et bien attendu, je le sais. Bonjour, Iman. Bonjour, Danick. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, mais tenions-le la pluie, tenions-le bitin. Justement, on va en parler tout à l'heure avec Bruno Benjamin qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Danick. Bonjour à tous. On parlera de la rentrée scolaire aussi, mais du point de vue des parents d'élèves avec Mme Myriam Akajou-Poulin qui sera avec nous dans un instant. Plus tard, on fera un petit point avec Sylvie Edouard. Elle est coaching, elle fait du coaching, et puis on parlera de Pointe-à-Pitre, puisqu'on aura le représentant de l'association des commerçants, point 3, M. François Pelliculier, et on terminera avec Caroline Alix, qui va essayer d'apaiser toutes les relations. L'actualité, en 2 mots, Iman. Oui, au niveau de l'actualité, on va faire un retour sur la rentrée concernant la visite des collèges avec le département. Il s'agira aussi de parler de la distribution des kits scolaires par le CCAS de Morne-à-l'Eau. On verra aussi cette réunion de rentrée du personnel du rectorat. On est vraiment axé sur cette thématique. On fera un petit retour sur le départ de quelques élèves pour les Jeux paralympiques ils sont partis début du mois de septembre. Et on parlera, pour terminer, de la mobilisation des animatrices périscolaires de la ville de Saint-François qui sont en grève depuis lundi. Alors, avant de recevoir notre premier invité, on va faire un petit hors-sujet, comme d'habitude, puisque vous le savez, en France, il y a eu, après pratiquement 50 jours, Macron s'est enfin décidé à nommer un Premier ministre qui s'appelle Michel Barnier. Il a 73 ans. C'est un ministre qui a été ministre plusieurs fois, 4 fois déjà. C'est un homme de droite, hein, tout de suite. Donc, il va dans le sens de la politique de Macron. Il n'est pas très éloigné du Rassemblement national, puisque Marine Le Pen a déjà dit elle ne va pas voter de motion de censure pour ce monsieur qui était déjà très proche des positions sur l'immigration. Il est aussi, il faut le dire, il était pro-vaccination, donc en Guadeloupe on va apprécier. À gauche, bien évidemment, c'est la grosse désillusion et la déception, mais en même pratiquement la couleur. Mais enfin, est-ce qu'à gauche, ils espéraient que Macron allait mettre en place un Premier ministre de gauche? Donc c'était plutôt un rêve. Alors ce Premier ministre qui a été ministre de l'Agriculture à plusieurs reprises, sous Chirac, sous Sarkozy, il est déjà attendu par les agriculteurs. Vous savez qu'il y a eu un grand mouvement chez les agriculteurs il y a quelque temps. Et donc, il y a attendu, ils savent qu'il fait. Est-ce que les promesses qui ont été faites à l'époque seront tenues? Alors, en Guadeloupe, quel dossier? Tous les dossiers, dossier de l'eau, bien évidemment, dossier de la vie chère, qui depuis 2009, les choses n'ont pas vraiment bougé. Et donc, on ne sait pas qui va être ministre des dernières colonies ou ministre de l'Outre-mer, comme on l'appelle. On verra ça. Mais enfin, visiblement, ça ne veut pas beaucoup changer. Alors, pour la Kanaki, justement, c'est important de le dire, il était contre le dégel. Donc, ça veut dire qu'en Kanaki non plus, les choses ne vont pas beaucoup bouger avec ce ministre de droite. Barnier, il va continuer probablement la politique de Macron. Enfin, il voudra. Pourra-t-il le faire pendant longtemps? Ça, c'est l'Assemblée nationale française qui pourra répondre. On attendra la suite des événements, puisqu'il doit annoncer son discours, faire son discours d'ouverture et de mandature, et aussi nommer ses ministres. J'ai même cru comprendre dans des informations ce matin qu'il voulait garder Darmanin. C'est vous dire un peu qu'il a renoué avec ici. Bon, c'est fini pour ça aujourd'hui. On va revenir à des choses qui nous concernent, puisqu'on va parler de temps et de mauvais temps. On a invité pour ça le président de l'association des ouragans, Bruno Benjamin. Merci d'être avec nous. Alors, Bruno, un petit topo déjà sur cette première partie, j'ai envie de dire, des cyclones des ouragans. Alors, c'est une saison qui a commencé dans les temps, ce qui est presque une nouveauté, puisque ça faisait pour les dernières années 8 fois qu'elle avait commencé avant la date fatidique du 1er juin. Donc, elle a commencé à la mi-juin. On a eu 5 phénomènes jusqu'à présent, ce qui est un départ plutôt lent, il faut le reconnaître. La saison avait été annoncée hyperactive, avec des chiffres exceptionnels.
Certains se montrent un petit peu impatients de voir l'arrivée des premiers phénomènes violents nous concernant. Il faut se souvenir quand même qu'on a eu... Les gens sont impatients d'attendre... En fait, les passionnés aiment voir les cyclones, mais la majorité de la population quand même craint les phénomènes. Même si on sait que ça a un rôle de régulateur thermique, que ça aide la planète à pouvoir respirer, le cyclone est utile pour la Terre, il y a certains qui apprécient ces phénomènes, mais la majorité de la population les craint. D'ailleurs, on est passé tout près de très très gros phénomènes. C'était la première fois... Beryl, c'est une anomalie. Oui. Ah, c'est une anomalie. Puisque c'était la première fois qu'un ouragan de catégorie 4 se produisait à la fin du mois de juin. Première fois que catégorie 5 passait dans le sud de l'Arc-en-Ciel. Donc, que des premières pour le deuxième phénomène de l'année. Il faut avouer que la saison avait commencé de façon tonitruante. Ça s'est un petit peu calmé avec des phénomènes plus aux alentours des États-Unis. Et puis nous avons eu Ernesto, qui nous a affectés de façon un petit peu particulière. Nous avions oublié ce qu'était une tempête tropicale. On était plus axé sur des phénomènes plus gros, plus violents. Ernesto est passé de façon presque invisible, même s'il y a eu des effets. Il y a eu beaucoup d'eau quand même. Il y a eu de l'eau, mais il n'y a pas eu d'effet fort de vent. Donc il faut se souvenir qu'une tempête tropicale, ce n'est pas venteux, c'est essentiellement pluvieux. Il y a une petite distinction à faire, parce que souvent les gens se retrouvent entre tempête tropicale, ouragan et cyclone. Alors, cyclone, c'est un terme générique. C'est le terme qui regroupe tous les phénomènes cycloniques. C'est pour ça que maintenant, il vaut mieux utiliser le terme phénomène cyclonique. D'accord. Un phénomène cyclonique, c'est dépression tropicale, tempête tropicale ou ouragan. Ce sont les trois phénomènes dans l'ordre de force et de violence. Donc la dépression, c'est le petit cyclone qui est en train de se former, qui est en train de grossir. La tempête tropicale commence à avoir déjà des vents importants, parce que les vents vont entre 65 et 119 km/h. Et à partir de 120 et plus, ça fait techniquement 117 km/h et plus, là on parle d'ouragan. Et c'est là où il y a les catégories, catégorie 1. Hugo était à catégorie 4. Hugo a été de catégorie 5, s'est affaibli avant de passer sur nous. Affaibli. Il s'est affaibli. En fait, heureusement. Et c'est pour ça que les phénomènes comme Irma et Maria ont été des premières, parce que c'était les premiers phénomènes à passer en tant que catégorie 5 sur l'Arc-en-Ciel. Alors qu'avant, ils ne passaient qu'en catégorie 4. On a eu également un phénomène comme Léni. Léni a été catégorie 5, s'est affaibli avant de passer sur les Antilles. En catégorie 4. Alors, autre chose, nous sommes le 5 septembre. Qu'est-ce qui nous attend jusqu'à la fin? Et quelle est la fin réellement? Parce que maintenant, on n'avait pas compris. L'année dernière, au mois de novembre, il y avait encore des pluies, il y a des choses qui se passaient. Quelle est la fin réelle? Le début officiel, c'est le 1er juin. La fin officielle, c'est le 30 novembre. Ah, le 30 novembre. Ce qui veut dire que nous sommes actuellement à mi-saison. Et climatologiquement parlant, le pic de saison, c'est dans 3 jours, c'est le 8 septembre. Ça veut dire que c'est la date à laquelle on a enregistré jusqu'à présent le plus de phénomènes durant une saison. Cette année a commencé mollement. Je me dis qu'il n'est pas encore l'heure de faire un bilan. On ne fait pas l'autopsie d'une victime tant que la victime est encore vivante. La saison est en cours. On a eu un petit nombre de phénomènes. Ça veut dire qu'il en reste encore beaucoup. Il est prévu cette année plus de 21 tempêtes. On en a eu combien déjà? 5. Autrement dit, il en reste 16. Ça veut dire que jusqu'à présent, on a été calme. Ça nous a donné le temps de nous préparer tranquillement, de réviser les codes couleurs, réviser la différence entre alerte et vigilance. Voilà, on a eu nos répétitions. Maintenant qu'on a eu nos répétitions, normalement, tout le monde est prêt. Depuis le début de la saison, on a eu les explications, il faut faire un kit, il faut se préparer, vérifier son assurance et tout. Normalement, à cette date, tout le monde l'a fait. Ce qui veut dire que si on arrive la semaine prochaine, normalement, tout le monde est prêt. Théoriquement. Théoriquement. Ce qui veut dire que à cette mi-saison, si certaines personnes n'ont pas encore fait leur réserve, c'est le dernier moment pour les faire. Parce qu'on risque d'avoir... Tu as dit c'est le 8, enfin... Le 8, c'est le pic de saison. Le 8, c'est le pic de saison. Notez ça, hein, les gens qui nous écoutent, le pic de saison. Alors, le pic de saison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, historiquement, c'est le moment où il y a eu le plus de cyclones enregistrés au niveau statistique. D'accord, C'est là où on arrive au maximum du nombre de phénomènes déjà enregistrés. Il y a des saisons qui s'arrêtent au mois de septembre, mais qui s'arrêtent aux alentours du 8. Tu as une question? Oui, vous avez parlé des kits pour bien se préparer. Est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif de ce qu'il faut Oui. chez soi? La première chose, c'est que dans son kit, il faut prévoir à manger.
à manger pour 3 jours par personne vivant dans son foyer. Hein. Pour 3 jours. C'est une règle immuable. La règle est 72 heures. Il faut que, quand on prépare son kit, on prévoit à manger pour 3 jours par personne dans son foyer. Il faut de l'eau pour 2 usages. De l'eau pour boire et de l'eau pour, que ce soit le lavage, les besoins naturels ou se laver. Donc, 2 usages différents. Il faut avoir des médicaments, surtout si on suit un traitement, donc il faut avoir un stock de médicaments, donc au moins pour 3 jours. Il faut des outils. Il faut de quoi soigner, donc une trousse de premier secours. Il faut également des vêtements de rechange. Et il faut mettre de quoi communiquer. Donc, soit une batterie de rechange pour son téléphone, ou alors, vous voyez, les vieux petits téléphones à touche. Si le téléphone veut fonctionner. Mais au moins en avoir un, ça permet de pouvoir communiquer avec les personnes. Même les vieux téléphones permettaient d'avoir la radio. Avec la radio, on peut avoir des informations. Parce que si on n'a pas de courant, si on n'a pas de téléphone, si on n'a pas de réseau 4G, au moins on peut envoyer un petit message. Ça veut dire aussi, Ouno, qu'au niveau du congélateur, il faut bien laisser. C'est ça. Alors, c'est la difficulté qu'on a avec certaines générations qui n'ont pas connu les cyclones et qui vont faire des courses et qui vont lire les prospectus et qui vont voir promotion pour les cyclones, acheter des ailes ADN et des cuisses de poulet. Qui est gâté après. Nous qui avons vécu des cyclones, donc qui ont vécu depuis au moins 35 ans sur cette Guadeloupe, savons qu'un cyclone entraîne très souvent des carences en électricité et en communication. Qui dure au moins 10 à 15 jours. Hein. Voilà, donc on sait qu'après un cyclone, il n'y a pas de courant. Donc il ne faut rien mettre à congeler. Ou alors, si on a des choses à congeler, le jour où on passe en alerte rouge, il faut acheter de la glace pour conserver le plus longtemps possible ces aliments. D'accord. Quel type d'aliments on peut conserver, en dehors des congelés? Quoi, c'est des conserves? Des conserves. Évitez les aliments qui sont trop gras et trop salés. Donc ne prenez pas de chips pour votre kit de premier secours. Évitez également des aliments qui ont besoin de cuisson. Parce que si par exemple vous prenez du riz, des pâtes, des haricots, ça veut dire que vous devriez avoir une quantité d'eau, donc une réserve d'eau pour les cuire. C'est bien de mettre des haricots rouges pour pouvoir faire un kit, mais ça veut dire qu'il faut les laisser crever, donc il faut de l'eau pour les laisser crever et les faire cuire. Donc il faut être intelligent. De la même manière, quand on prend une boîte de conserve, il faut la prendre de façon intelligente. Il ne faut pas prendre la boîte la moins chère. Il faut regarder que la boîte n'a pas besoin d'ouvre-boîte. Ça veut dire qu'on doit avoir besoin d'une boîte de conserve et d'un ouvre-boîte. Et si l'ouvre-boîte était dans le tiroir du placard qui était près de la fenêtre a été arrachée, le placard est parti, on se retrouve avec une boîte de conserve sans ouvre-boîte. Donc il faut prendre une boîte de conserve qui s'ouvre et le couvercle peut servir à d'ustensiles de cuisine. Ça peut servir à manger, ça peut servir de couteau, ainsi de suite. Alors le pic c'est le 8 et après qu'est-ce qui va se passer? Et après, donc normalement on est sur... rien de grave. Ça veut dire que ça va continuer. Le pic est une date statistique. Quand on regarde la crête du nombre de cyclones par année, la date la plus chargée, c'est vrai que c'est le 8. Et quand on regarde statistiquement, c'est la date où il y a eu le plus de cyclones enregistrés sur un an en moyenne depuis 1851. Maintenant, le pic ne veut pas dire que ce sera le pic cette année. On a eu une petite crête à la fin juin, début juillet, parce qu'on avait plusieurs phénomènes simultanés. Il n'y a rien eu depuis Ernesto. Donc depuis la fin du mois d'août, on est au calme, depuis le 21 août. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, ça va s'agiter. Par exemple, actuellement, nous avons 5 ondes sur le bassin atlantique qui auraient pu se développer. Donc on aurait pu avoir actuellement 5 phénomènes qui ne se développent pas. Donc, c'est ça, c'est ce qu'il faut retenir. On a actuellement de la chance. Profitons-en. Alors, on va à un dernier point quand même. Du point de vue géographique de la Guadeloupe, alors, la Guadeloupe, c'est des îles, comme on sait, Grande-Terre, Basse-Terre, etc. Souvent, on a l'impression quand même que le sud Basse-Terre est plus impacté que la Grande-Terre, non? Le sud Basse-Terre, géologiquement, est de façon différente. Le sud Basse-Terre est une région plutôt montagneuse. Ce qui veut dire que dès qu'on va avoir beaucoup de pluie, par effet de ruissellement, il y aura plus d'effets en bas que sur une terre qui est plus plate comme la Grande Terre. La Grande Terre, ça va être une inondation sur place. Sur la Basse Terre, on va avoir une inondation avec un glissement de terrain et une descente d'eau. Quand on regarde les effets de l'eau, par exemple, entre Goyave et Vieux-Habitants, automatiquement, on voit qu'il y a plus de dégâts, tout simplement parce que ça ruisselle. Et puis, il y a des rivières. Et il y a des rivières. Il y a des ravines en Grande Terre. Et il y a un plan de préparation qui s'appelle le PAPI, qui est fait pour la gestion des ravines. Donc, un phénomène qui est différent. Alors, autre chose, c'est la position de la Guadeloupe en elle-même.
La Guadeloupe fait partie des îles du vent. Oui. Si les marins qui sont arrivés ici dans les années 1500-1600 ont appelé ces îles-là de ce nom-là, c'est parce qu'ils avaient observé à l'époque qu'il y avait du vent. Qu'il y avait du vent. Et l'archipel des îles du vent, c'est de la Dominique jusqu'aux îles Vierges. Oui. Ce sont des îles qui, historiquement, ont connu beaucoup de cyclones avant. Oui. Et il y a les îles sous le vent, de la Martinique jusqu'au ABC, donc Aruba, Bonaire, Curaçao. Ces îles-là sont des îles sous le vent où il y a peu de vent, mais par contre beaucoup de pluie. Voici la différence qu'il y a entre nos îles. Merci Bruno pour ce premier voyage dans les cyclones dans cette saison, mais probablement tu vas revenir d'ici quelques temps si les choses ne se gâtent pas trop. Merci encore d'être venu. Voilà, on va recevoir Madame Akajou Poulin. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Monsieur Zandronis. Puisque c'est la rentrée pour les parents d'élèves, comment ça s'est présenté cette année du point de vue des parents d'élèves? Est-ce que tout va bien? On ne peut pas dire que tout va bien, puisqu'il est arrivé dans certains établissements où il a manqué de professeurs, où il y a eu un surplus d'élèves en effectif. Mais autrement, ça s'est relativement bien passé, la rentrée, pour certains établissements scolaires. Oui. Au niveau général? Au niveau général, oui. Alors, c'est plus facile dans le secondaire que dans les classes primaires? Plus facile dans le secondaire, oui, effectivement. Oui. Parce qu'il y a plusieurs professeurs, donc quand il y a plusieurs professeurs, s'il y a un absent, il y a au moins 3 ou 4 qui sont là. C'est ça. Oui. Mais au niveau professeur, deux établissements scolaires, ont relevé qu'il y avait au moins 2 ou 3 professeurs absents. Oui. Mais autrement, il n'y a pas de souci. Alors, une fédération comme vous avez souvent contact avec la rectrice. Qu'est-ce qu'elle vous promeut? Qu'est-ce qu'elle vous dit en général? C'est-à-dire concernant le fonctionnement un petit peu, parce que l'année dernière, à la fin de l'année scolaire, j'ai reçu des syndicats, on va recevoir encore cette année, qui nous disaient que, il y a des classes qui vont être fermées, il y a un manque des professeurs. Est-ce que vous ressentez ça en tant que parent d'élève? Est-ce qu'au niveau de la rectrice qui était hier, je crois, à Fouillol, on va voir tout à l'heure, on sent qu'il y a une volonté de sauver les meubles? Au niveau du rectorat, il est vrai qu'il y a eu des annonces de fermeture de classe, mais ensuite, quand il y a des inscriptions, le rectorat est toujours disposé à voir est-ce que ça va permettre une nouvelle ouverture de classe ou pas. Donc, en fait, l'état des lieux à la fin de l'année se fait, mais il y a un état des lieux aussi en début d'année qui se fait. Selon les effets. Oui. Vous avez les résultats. Entre lundi et aujourd'hui, il y a eu un deuxième état des lieux. Je n'ai pas encore les résultats, mais c'est dans l'attente. Alors, l'autre question que je souhaite vous poser concerne les parents d'élèves. Oui. Souvent, j'entends des professeurs dire que les parents d'élèves ne sont pas assez présents lors des conseils de classe au secondaire, ne sont pas assez présents pour accompagner les enfants. On a le sentiment que les parents, entre guillemets, lâchent les enfants à l'école. Mais ça dépend des fédérations. Oui. Mais en tout cas, à la FCPE, on s'attelle vraiment à faire en sorte qu'il y ait des parents représentants dans chaque conseil de classe. Oui. Parce que c'est important, parce que le parent d'élève en amont nous confie un certain nombre de choses. Si il y a eu des incompréhensions, si l'élève n'a pas bien travaillé, mais que le parent veut quand même savoir est-ce que mon enfant va avoir des félicitations. Oui. Donc, on a toujours cette concertation avec le parent d'élève avant d'aller en conseil de classe. Et on forme les parents d'élèves chez vous à la FCPE pour aider un petit peu à accompagner les enfants? Il est important d'accompagner le parent d'élève, oui, à accompagner, à être présent au conseil de classe. On a des documents qu'on leur confie à remplir et on devient enfant quand on a eu des enfants. Donc, c'est un apprentissage tous les jours et le parent d'élève apprend justement les rouages à la FCPE. Oui, c'est-à-dire vous faites de l'école pour les parents en fait? On n'en fait pas d'école, on fait de l'accompagnement. De l'accompagnement. Vous avez dû entendre ça, l'histoire du portable est en train d'être résolue au niveau de la France. Et ici, il y a même 2 ou 3 collèges qui vont aussi... Qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue, c'est-à-dire le fait que les portables vont être supprimés dans les établissements scolaires? Est-ce que pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Alors, c'est mitigé parce que, en fait, nous avons besoin d'apprendre à nos enfants l'utilisation du portable. Oui. Ils doivent savoir que le portable ne sert pas à jouer.
Voilà. Le premier réflexe des enfants, c'est d'installer des jeux sur le portable. Oui. Donc, on doit leur... Écoutez Chris. Oui, je l'ai entendu dernièrement à la radio, oui, et aussi à la télé. Mais c'est important que les enfants sachent, la mission première d'un portable, c'est que tu puisses être joignable pour que maman ou papa ou que quelqu'un puisse t'appeler. Ensuite, comme tout est dématérialisé, il y a Pronote. On n'a pas le choix, en fait, que l'enfant soit sur son portable pour regarder Pronote. Mais on doit lui dire, mais quand tu as fini Pronote, mais tu déposes le portable parce que ce n'est pas l'heure de jouer. Il faut accompagner l'enfant. Il faut installer aussi sur le portable une possibilité de fermer le portable, même quand il joue, à distance. Une dame du conseil du rectorat que j'avais reçu ici disait aussi le portable sert beaucoup au harcèlement. Oui. Le souci qu'il y a, c'est que dès que les enfants... Aricic, hein, je me souviens maintenant. Ah oui, d'accord. Dès que les enfants forment des groupes WhatsApp, c'est là où il y a des difficultés. Et le plus souvent, ils forment des groupes WhatsApp entre eux. Les parents, des fois, ne sont pas informés, le professeur principal non plus, l'école. Et donc, il arrive qu'on doit faire le gendarme par rapport à nos enfants pour leur dire je veux savoir si tu fais partie d'un groupe WhatsApp. Pour le FCPE, l'âge pour vous intégrer, enfin, normal de donner un portable à un enfant, ce serait quel âge pour vous? Alors, j'avoue que mon fils, quand il est rentré en 6e, on lui a donné un portable. Il avait 11 ans. 12 ans. 12 ans? Oui, j'avoue. Oui. Mais si on peut donner à notre enfant un portable à partir de 17-18 ans, ça serait l'idéal. C'est mieux? Oui. Parce que j'ai vu que les dernières informations là-dessus, c'est que pour les enfants de 13 ans, même pour les enfants de 13 ans, c'est limite. Hein. Oui. C'est-à-dire que malheureusement, on a pris cette habitude, ça commence depuis bébé, hein, même pour se débarrasser un peu de notre enfant, excusez-moi l'expression, on lui donne le portable. Devant la télé, maintenant on lui donne un portable. Voilà. Oui. Mais ça a beaucoup d'incidences neurologiques, l'enfant est un peu moins développé, l'élocution est retardée, les fautes d'orthographe aussi. Beaucoup, oui. Et donc, en fait, c'est malheureux à dire, nous, en tant que parents, nous n'avons pas été suffisamment vigilants et suffisamment conscients des dangers à confier à nos enfants des portables tôt. Et c'est un message que vous faites passer chez les parents d'élèves par rapport à ce... Enfin, c'est pas ce danger, mais enfin, cette situation nouvelle, parce que la plupart des parents d'élèves ne sont pas nés avec le portable, les enfants naissent avec le portable et avec le haut. Oui. Mais de plus en plus, on en parle. Nous faisons aussi des sensibilisations au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement, parce que nous avons vu que c'est vraiment source de conflit parmi les élèves. C'est vraiment la première source de conflit. Un tel a dit ça, un tel m'a fait ça, ou un tel m'a filmé, un tel a mis des propos sur moi, et puis ça commence à partir dans tous les sens. Parce que même dans le primaire, j'ai eu l'occasion de me rendre compte qu'il y a des enfants de moins de 10 ans qui ont déjà des portables. Malheureusement, oui. Et à la FCPE, vous êtes un petit peu, comme on dit, veillatif sur ça pour aussi les parents leur dire de... Cette année, justement, nous avons prévu de faire une journée ou deux de sensibilisation concernant le portable, l'utilisation du portable. Discuter avec les enfants aussi pour leur demander, mais un portable sert à quoi, vraiment? Oui. Alors, tout à l'heure, M. Benjamin parlait de la saison cyclonique. Ça veut dire que si, bon, on ne le souhaite pas, mais s'il y a un ouragan ou quelque chose de très violent, ça veut dire que les écoles risquent d'être fermées. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au niveau des parents d'élèves? Comment ça s'organise pour les enfants? Il n'y a pas école, quand l'école est brisée ou cassée, ou bien qui sert d'ailleurs d'abri, certains établissements scolaires servent d'abri. Comment on gère ça? On gère comme on gérait il y a peut-être 40 ans ou 50 ans en amont. Généralement, on entrait à l'école, la rentrée scolaire était en octobre. Donc, on n'avait pas ce souci-là. Mais quand il y a un problème dans les établissements scolaires, on garde les enfants à la maison le plus souvent. On n'a pas le choix. C'est vrai que de moins en moins, les papis ou les mamies ne sont plus là. Donc, il faut pallier à d'autres modes de garde pour les enfants. Mais on est obligé de s'organiser
au jour le jour. Vous voulez dire, enfin, c'est la dernière question, qu'il faudrait peut-être revenir à la rentrée en octobre? Moi, je pense qu'il serait bon. Vous n'avez jamais dit oui. Oui, moi aussi, je le dis souvent, qu'il serait bon de reprogrammer la rentrée au mois d'octobre. Oui. Parce que ça... Et de sortir plus tard en Mais nous n'aurons pas le choix. Oui. Mais le plus important, c'est que nous soyons vraiment à l'abri quand vient la période cyclonique. Parce que imaginez-vous, M. Zandronis, qu'un mauvais temps arrive et qu'on appelle les parents, qu'on entend la radio, le mauvais temps, il arrive. Mais qu'est-ce que font les parents? Ils se précipitent tous devant l'école. Oui. Et on nous dit généralement, attendez, ne venez pas tout de suite, prenez votre temps avant de venir chercher votre enfant. Donc ça crée la panique et ce sont des difficultés. Bruno, oui, d'accord pour la rentrée en octobre? Oh oui, je suis très très favorable, tout simplement parce que c'est ce qui se faisait avant. Dans la plupart des pays voisins, les établissements scolaires et les gouvernements sont en alerte en permanence pour pouvoir savoir comment gérer la situation, mais on ne rentre pas, ou alors le programme scolaire est allégé à cette période de l'année. Oui. Il n'est pas logique par rapport à notre climat que nous connaissons, qui ne change pas dans sa façon globale, même s'il y a des ajustements qui se font chaque année. Mais il n'est pas normal que nous rentrions systématiquement un jour où il pleut. Oui. Et si on regarde, on a eu la chance cette année, la pluie est passée à côté de la Guadeloupe. Mais on était en vigilance jaune le jour de la rentrée. Oui. Donc, il est temps qu'on revienne à ce que nous avions avant, qu'on nous détache du calendrier scolaire franco-français pour des raisons de déménagement ou de convenance personnelle, qu'on nous détache de cette obligation de rentrer au mois de septembre. On peut décaler la rentrée de 3 semaines. Rentrer à la fin septembre, 3 semaines plus tard, ça ne tuera pas un enfant s'il commence ses vacances à la fin du mois de juillet. C'est un peu qui peut être resté bloqué s'il y a un pic pendant 3 semaines en amont. Et si on regarde bien, nos enfants actuellement terminent les cours bien plus tôt. Ils terminent les cours au mois de juin, alors que la sortie est au mois de juillet. Donc si on leur donne des jours de cours supplémentaires et qu'ils partent plus tard, que les vacances des parents sont décalées également, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Bien. Bien, on ne va pas quitter la rentrée scolaire parce qu'on va prendre le premier sujet avec Iman News, c'est la visite des collèges. Oui, alors visite des collèges par le département, c'était l'occasion de faire le point sur les travaux réalisés, surtout en matière de sécurité et de bien-être des élèves. On voit un reportage d'Olivier Félix. Je suis ravi d'abord que le président du département soit venu en visite de terrain au niveau du collège de Goya pour voir les améliorations de toute cette communauté éducative. Deuxièmement, en termes de sécurité, c'est vraiment la problématique qu'on trouve au niveau des établissements, montrer comment il y a une action coordonnée entre le conseil départemental, la commune et la région académique, la communauté éducative, pour faire en sorte que nous renforcions les équipements de sécurité en interne avec la pose de caméras et puis faire en sorte que toutes nos actions publiques, que ce soit de l'État, de la municipalité, du département et de la communauté éducative, tendent vers la réussite scolaire. Il faut sécuriser pour que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions, en toute sérénité. Nous étions sur 2 axes. D'abord, l'axe sécurité, avec la vidéosurveillance, et également permettre aux élèves d'évoluer dans des conditions en totale sérénité et sécurité. Et l'avancée au niveau de la vie scolaire, le préo qui a été mis en place cette année pour permettre aux élèves d'évoluer effectivement dans un cadre plus agréable. Donc c'est ce deuxième axe qui portait sur le bien-être. Donc il y a eu des aménagements de différents espaces pour permettre d'atteindre cet objectif. Nous sommes honorés bien sûr de recevoir le président du conseil départemental. Et nous constatons avec beaucoup de satisfaction que les travaux entrepris depuis 2 ans à peu près suivent leur cours dans une étroite collaboration à l'écoute des personnels, des demandes des personnels et surtout favorisant le bien-être des élèves qui sont au nombre de 1030 dans l'établissement. Donc c'est une collaboration fructueuse, constructive et évolutive bien sûr. C'est toujours une satisfaction de venir à la rencontre des chefs d'établissement pour qu'ils nous disent qu'effectivement le nécessaire a été fait, que le personnel soit aussi dans de bonnes dispositions pour travailler, qu'il soit en pleine plénitude également. L'objectif c'est d'assurer une bonne pédagogie, une efficacité de l'enseignement. Tout cela se fait en adéquation avec les chefs d'établissement. C'est ça aussi notre rôle et naturellement de vérifier également que les questions de sécurité soient aussi
aussi efficace. Bien sûr, comme vous le disiez, il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous le prenons en compte puisque tout ne peut pas se faire en une journée, mais l'objectif, c'est de faire en sorte que d'ici quelques années, eh bien, chaque collège en Guadeloupe puisse disposer de 100% de sécurité, disposer de 100% de moyens matériels à disposition, 100% de moyens informatiques également. C'est ça aussi l'objectif que nous visons, faire en sorte que cette continuité pédagogique soit efficace. Voilà, c'est le rôle du conseil départemental, être en solidarité avec tous les chefs d'établissement, avec l'ensemble des collèges, 42 collèges publics et 6 collèges privés. C'est un objectif que nous visons à terme, puisque lorsque le collège fonctionne bien, lorsque les enseignants et les chefs d'établissement disposent de l'ensemble des équipements, ce sont des élèves qui s'épanouissent à l'école, qui ont envie d'aller à l'école, ce sont des élèves qui réussissent et naturellement, c'est une Guadeloupe qui réussit. Voilà, il est 12h58, on prend la première pause. Je rappelle que ce matin, pour la première fois, le président du conseil départemental était au collège de Versailles à Basse-Terre. C'est assez particulier. Nous avons l'occasion d'y revenir. Voilà. Première pause, tout à l'heure avec nos prochains invités, Madame Sylvie Edouard et François Pelliculier. À tout de suite. Voilà, il est 13h04, nous sommes de nouveau avec vous. On vous resalue si vous avez raté le début, puisque on a parlé tout à l'heure des cyclones avec Bruno Benjamin et puis de la rentrée scolaire vue par les parents d'élèves. Et on profite de l'occasion pour vous resaluer, puisque c'est la reprise du ZCL et nous sommes avec vous jusqu'en juillet, c'est-à-dire après la période cyclonique. Mais l'actualité préside, mais avant ça, on va saluer notre prochaine invitée. Bonjour Madame Sylvia. Bonjour. Que je ne me trompe pas, Sylvie Edouard. Voilà. Oui, c'est bien ça, Sylvie Edouard. Elle est coach et on parlera avec elle, avec Iman qui revient sur l'actualité. La rentrée continue, Iman News. Oui, on va parler des kits scolaires qui ont été distribués par le CCAS de Morne-à-l'Eau. C'est l'occasion de lutter contre la précarité et d'améliorer la situation de certains écoliers, notamment en matière de dépenses liées à la rentrée scolaire. On voit un reportage d'Olivier Félix. Nous voulons apporter avant tout un peu de confort aux enfants, parce que vous n'êtes pas censé savoir que la précarité est aussi présente à Morne-à-l'Eau qu'ailleurs. Hein. Donc tout ce qu'on peut faire pour améliorer la situation de ces enfants-là, au point de vue sociétal, on le fera. Je suis preneur à tous les coups. Il faut savoir que le Crédit Agricole quand même mène pas mal d'actions en Guadeloupe, autant des actions sur les RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et des actions solidaires, comme l'action que nous avons menée avec les enfants, cette action solidaire, qui permet justement aux enfants de bénéficier de sorties, de rencontres et de partager des instants de bonheur. On s'ennuie à la maison et de voir mon frère s'amuser, ça fait plaisir. L'objectif, quand même, c'est de renouveler l'action, certes, mais de renouveler l'action autrement. C'est-à-dire que nous voulons innover à chaque fois que nous rencontrons les enfants avec leurs parents, voire avec nos partenaires à côté, et peut-être voir autre chose. Mais nous y réfléchissons déjà. Le service de sport qui a reçu de la part de la fédération des sacoches remplies de fournitures scolaires et qui a pensé que c'était plus social de les remettre, nous a confié. Et c'est tout de suite que nous avons dit banco, nous avons accepté d'organiser cette petite manifestation. Le CCAS est là pour traiter tout type de souffrance. Et je puis vous dire, en tant que président délégué, il y en a. Il y en a partout, il y en a sous toutes les formes. Et nous essayons, quelquefois nous arrivons, mais quelquefois, hélas aussi, nous n'arrivons pas, puisque ça dépasse nos compétences, ça dépasse nos possibilités financières. Mais nous essayons. Je veux dire, chaque semaine, on reçoit un signalement. Chaque semaine, il y a un signalement, donc il y a une enquête, il faut aller voir ce qui se passe, parce que les voisins nous signalent qu'il y a une détresse quelque part. Non, c'est très fort, très très fort en Guadeloupe, et le CCAS se donne vraiment au maximum pour apaiser ces souffrances. Et donc la rentrée, c'était aussi pour le personnel du rectorat. La rectrice a pu présenter les enjeux et perspectives pour cette rentrée 2024 avec Olivier Félix. Avançons pour la rentrée, c'est une opération que nous maîtrisons parfaitement et que les équipes maîtrisent parfaitement. Donc on avance sur le sujet.
Il est vrai qu'il y a un certain nombre de points qui devront encore être précisés dès lors qu'un nouveau gouvernement sera nommé, mais qui auront des échéances plus lointaines. Donc ça ne met pas évidemment en difficulté l'organisation que nous avons prévue. Il faut quand même se rappeler que nous avons depuis 2014 une baisse de 25% du nombre des élèves dans le premier degré et une baisse de 16,5% des élèves dans le second degré. Nous avons à côté de cela évidemment aussi une baisse des moyens, mais ce n'est pas du tout proportionnel à la baisse des élèves, puisque dans le premier degré c'est moins 4% pour 25% de perte d'élèves. Donc vous voyez que ça nous permet malgré tout de progresser sur les taux d'encadrement d'une manière conséquente. Nous allons mettre en place, et nous y avons déjà travaillé l'année dernière, ce qu'on appelle les groupes de besoins, pour permettre de mieux individualiser l'enseignement par rapport au niveau des élèves en maths et en français en 6e et en 5e. C'est diminuer l'hétérogénéité au sein du groupe lui-même. C'était une demande des enseignants dans le cadre des consultations qui avaient été menées au préalable. Nous avons 4 collèges qui rentrent dans l'expérimentation. On est ouvert aussi à aller vers d'autres collèges s'ils le souhaitent. Il s'agit de mettre de côté le téléphone portable, surtout finalement pour limiter l'usage pendant les interstices, c'est-à-dire au moment des intercours par exemple, pendant les récréations, parce qu'on se rend compte aussi que ça peut avoir une incidence sur le climat scolaire. Le téléphone portable finalement est très utilisé au sein de la famille. Peu utilisé en classe, sauf lorsqu'il y a un usage pédagogique, mais aussi utilisé dans ces interstices. Et c'est parfois aussi un des éléments qui peut favoriser le harcèlement. Voilà, donc le harcèlement scolaire, c'est une difficulté dont on va parler avec Sylvie Edouard, donc, qui est coach et consultante en éducation et parentalité. Peut-être on peut définir déjà qu'est-ce que c'est une consultante en parentalité. Alors, une consultante en parentalité, c'est quelqu'un qui accompagne les parents plus particulièrement, mais aussi parfois les professionnels dans les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Donc, ça peut être lors de conflits entre parents, de séparation, de déménagement. Ça peut être aussi lié à l'alimentation, à la phobie scolaire, vous en parliez tout à l'heure, à aussi des problèmes de comportement, d'opposition, d'autorité. Donc, toutes ces facettes peuvent être prises en charge par une consultante en éducation. Donc, les parents viennent vers vous parce qu'ils ont une difficulté avec leurs enfants et vous les accompagnez comment, du coup, en fait, en donnant des conseils, des astuces, comment ça se passe, en fait? Alors, je suis plus, comme j'aime bien dire, un guide. Parce que je crois que chacun a aussi ses propres compétences pour pouvoir répondre aux problématiques de ses enfants. Sauf que ça fait aussi écho avec nos propres problématiques, nos propres blessures. Donc oui, je guide les parents vers les solutions. Je donne également des astuces. Je réalise des ateliers. Donc durant ces ateliers, on découvre des outils et bien entendu des expérimentations. Est-ce qu'il y a des conseils justement par rapport à cette rentrée scolaire pour les parents, pour mieux accompagner les parents, développer une meilleure communication? Qu'est-ce que vous donneriez comme élément? Alors tout d'abord, prendre soin de ses propres émotions en tant que parent. On s'aperçoit qu'on peut avoir des stress, on peut avoir des craintes qui sont liées parfois à nos propres expériences en tant qu'enfant. Et pour autant, ce n'est pas l'expérience de l'enfant. Donc, dans un premier temps, prendre soin de sa propre émotion face à l'école. On peut peut-être avoir un traumatisme lié à une maîtresse qui nous tapait sur les doigts. Vous savez, comme à l'époque, on nous tapait sur les doigts, voilà. Et ça n'est pas l'expérience que vivra l'enfant. Donc, prendre soin déjà de ses propres émotions, de ses propres problématiques. Après, dans un second temps, c'est aussi donc prendre soin de l'enfant. Comment on prend soin de l'enfant ? Comment on prend soin de ses propres émotions? On a souvent tendance à dire « Mais non, mais ne t'inquiète pas, tu verras, tout va bien se passer, tu n'as rien à craindre. » Sauf que l'enfant, il a ses peurs, il a ses propres émotions. Donc on a besoin de les rejoindre, on a aussi besoin de les accueillir avec empathie pour pouvoir répondre donc aux craintes de l'enfant. Alors souvent, il y a à l'école, les enfants sont soumis à de l'intimidation, du harcèlement. Comment, nous, en tant que parents, on doit réagir? Qu'est-ce que vous donneriez comme, on va dire, étape à suivre pour justement mieux accompagner les enfants? Alors, on a tendance déjà à vouloir aller défendre l'enfant. Donc, se rendre sur place
menacer éventuellement les enfants qui sont les producteurs, en tout cas, du harcèlement, ce n'est pas la bonne méthode. Première chose à faire, effectivement, c'est de pouvoir recueillir le témoignage de son enfant, d'accueillir tout ce qui vient, tout ce qui sort, tout ce qui est en mesure de pouvoir permettre à l'enfant de libérer, en fait, ce qu'il a vécu. Sans chercher à savoir si c'est vrai, si c'est faux, juste lui permettre de libérer. Dans un second temps, prévenir le chef d'établissement. Voilà. Maintenant, la méthode donc, qui est recommandée, c'est de préférer une communication entre le harceleur et le harcelé. Donc, ne pas prendre la défense de l'enfant, à savoir donc aller pour pouvoir permettre à l'enfant donc de revenir en classe, mais plutôt donc de transmettre les outils à son enfant pour pouvoir faire face donc à son harceleur, son ou ses harceleurs, mais avec bien évidemment l'analyse et le soutien de l'ensemble de l'équipe éducative. D'accord. Et justement, on parlait de portable à l'école. Qu'est-ce que c'est un peu la thématique actuelle. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que c'est bien, mal? Enfin, voilà. Quelle est la meilleure tactique à mettre en place? Alors, je pense qu'il n'y a pas de solution magique concernant le portable. Ça dépend vraiment de l'utilisation que l'enfant a du téléphone. Moi, j'ai reçu une jeune qui a 12 ans et qui m'a dit « Mais oui, mais moi, je veux bien le téléphone portable, mais je sais quels sont les dangers. » Donc, elle a bien conscience des dangers, elle a bien conscience de ce à quoi ça peut servir un téléphone portable, notamment la communication donc avec les parents au cas où il y aurait une absence d'un professeur. C'est surtout vérifier quelle est l'utilité, quelle est l'utilisation qu'on en fait, et puis aussi pour finir, de garder un contrôle parental. On a tendance à se dire qu'un adolescent est tout à fait en mesure de pouvoir gérer son temps. Non, il n'est pas du tout en capacité, son cerveau est encore immature, donc il n'est pas en capacité de pouvoir gérer le temps qu'il passe sur un écran. Un écran, c'est addictif, ça l'est tout autant qu'une drogue, puisque ça, justement, ça sollicite l'hormone du plaisir, et par conséquent, on devient addict. Même nous, d'ailleurs, adultes, on a du mal parfois à s'en passer de ce téléphone et de scroller. Donc le mieux, c'est effectivement de pouvoir donner donc, le téléphone, mais avec un temps d'écran bien réparti. D'accord. Et oui. D'une manière générale, vous intervenez directement au niveau des parents, des enseignants, des élèves. Comment ça se passe? Alors, j'interviens au niveau des parents. Parce à la demande. À la demande du parent, oui, bien sûr. Je peux aussi intervenir à la demande de l'école. Quoi qu'il en soit, pour moi, ce n'est pas judicieux de ne prendre en charge que l'enfant. Oui. On a aussi besoin de prendre en charge le parent pour qu'il puisse mettre en place le lien avec l'enfant. Justement, on va peut-être finir par celle-là. Comment les parents peuvent s'impliquer vraiment dans la vie scolaire? On a parlé de la fédération tout à l'heure avec la précédente invitée. Sans être trop envahissant, quels sont les éléments qu'on peut prendre en compte pour soutenir en fait, les élèves, les enfants à l'école? L'écoute. L'écoute, d'accord. Déjà, dans un premier temps, l'écoute active, l'écoute empathique. L'écoute empathique, à savoir accueillir ce que l'enfant a à dire. Alors, il peut très bien avouer une faute qu'il a commise, il peut très bien avouer une erreur, un échec. Et c'est normal, c'est OK. Il est quand même préférable d'avoir cette capacité à pouvoir accueillir, ou en tout cas à ce que l'enfant puisse dire précisément ce qu'il a vécu. C'est quand même beaucoup plus sécuritaire pour l'enfant de savoir qu'il a un parent en face de lui qui va pouvoir accueillir tout ce qu'il a à dire sans pour autant courir le risque d'être puni ou bafoué. Maintenant, ça n'empêche qu'on peut très bien trouver une solution avec l'enfant et mettre en place les mesures correctives par rapport à ce que l'enfant a mis en œuvre ou en tout cas a subi. Au-delà de ça, éviter aussi les questions intrusives. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je sors de l'école, s'il te plaît, laisse-moi respirer, laisse-moi redescendre. Donc, quelquefois, il vaut mieux partager sa propre journée et puis permettre aussi à l'enfant de verbaliser sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a mis en place, sur ce qu'il a ressenti aussi, et ce qui permet donc de libérer la parole. Mais pas forcément être vraiment trop intrusif dans les questions. Oui.
On a tendance à faire ça quand même. C'est vrai. Qu'est-ce que tu as mangé? Donc, oui. D'accord. Je sais que vous avez un village de la parentalité qui est prévu en octobre. Juste peut-être 2 mots pour terminer. On reviendra, je pense, sur ce sujet, puisque ça peut vraiment aider, je pense, les parents à avoir un accompagnement le plus empathique possible pour leurs enfants. Alors justement, donc c'est un village que je vais devoir déplacer, déplacer donc en janvier pour pouvoir vraiment avoir le temps de solliciter le maximum de partenaires et d'intervenants. C'est vraiment un village qui me tient à cœur parce que malheureusement, je trouve que les parents n'ont pas forcément de réponse à leurs questions, notamment sur la façon dont on met en place une éducation positive. Elle est très décriée et pour autant, quand on la met en place de façon adaptée, elle peut vraiment permettre donc de nourrir l'enfant et de donner des adultes responsables et équilibrés. Quoi qu'il en soit, donc c'est vraiment 3 objectifs. Déjà, de prendre soin de soi. Apprendre aux parents à prendre soin de soi. Parce que c'est bien souvent ce qu'on ne fait plus pour pouvoir mieux prendre en charge l'enfant. Ok, très bien. On revient à l'actu ? Oui, on va revenir à l'actu. On va parler toujours scolarité avec la mobilisation des animatrices périscolaires de la ville de Saint-François qui sont en grève depuis lundi. Un mouvement qui affecte une centaine de personnes. Justement, on va voir un reportage de Vianney Valverde. Nous sommes devant la mairie de Saint-François depuis hier matin, lundi, à la rentrée des classes. Et l'ensemble des animatrices périscolaires est entré en grève puisque le protocole d'accord signé le 19 décembre 2023 n'a pas été respecté. En prétexte que le maire qui avait signé n'est plus là et que le nouveau maire nous a dit hier après-midi en une demi-heure de négociation qu'il n'était pas au courant, qui veut bien appliquer mais qui n'a pas les moyens budgétaires et qu'il n'a pas le budget en main. Il attend le budget primitif 2025 et qu'en réalité, il ne peut rien faire parce qu'il y a 20 millions au chapitre 12, c'est-à-dire ce qui représente les frais de personnel, de l'ensemble des personnels. Et donc, il ne peut pas faire, il a les mains liées, il ne peut rien faire. Hier, il y a eu l'ouverture des classes et à ma grande surprise, j'ai constaté que les animatrices scolaires se sont mises en grève. Ensuite, bien évidemment, je les ai reçues en mairie, accompagnés de leurs représentants syndicaux, où ils me font part, avec leurs représentants syndicaux, ils m'ont fait part d'un protocole signé en décembre 2023 avec mon prédécesseur, et qui prévoit l'augmentation de leur quota d'heures, de 2 heures minimum, pour certaines 7 heures. Ça, c'est le 19 décembre. Le 22 décembre, il y a un autre protocole qui est signé. Le premier protocole avec la CGTG. Le deuxième protocole, c'est avec l'UGTG, dans les mêmes conditions, sous un total de 114 agents. Aujourd'hui, compte tenu de la situation financière de la collectivité, vous savez que nous sommes sous tutelle. Nous avons des recommandations de la Chambre régionale des comptes qui nous dit que nous ne devons plus augmenter, et notamment nos dépenses de personnel. Je ne peux pas répondre dans l'immédiat à la demande des grévistes. Je reconnais qu'il y a un protocole, 2 protocoles signés. Je leur ai dit que j'ai pris mes fonctions le 16 juillet, de me permettre, de me laisser le temps de pouvoir analyser, que je reviens effectivement vers elles pour qu'on puisse voir comment je mets en application ce qui a été acté, mais dans l'immédiat, je ne peux pas. Monsieur le maire ne peut pas dire qu'il ne peut pas augmenter la nous parce que pourquoi? Il recevra l'argent, oh là l'argent l'a passé. Fait il dit nous, oh là l'argent là ça passé. Parce qu'en quelque sorte, il paie, monsieur le maire, augmenter le quota d'eau à la main. D'accord? Donc nous avons revendiqué qu'il ban nous, ça nous avons dit. Il y a des animaux qui sont là, ça fait 31 ans, ça fait 30 ans, 20 ans. Les anciennetés, ça compte au moins. D'accord? Moi-même, je suis, ça fait 31 ans. Cette année, ça fait 31 ans de service dans l'animation. Donc, on aimerait quand même qu'on passe à 35 heures, surtout pour les gens qui vont
à la retraite. Donc, il y a une collègue qui est partie à la retraite et qui touche au moins 400 €. Vous comprenez qu'avec 400 € on ne peut pas vivre. Voilà. Bien, on va prendre la première pause. On va revenir sur ce conflit-là parce que visiblement, entre le maire et son personnel, les choses ne sont pas encore au bon niveau. Mais, comme on dit, on suit le dossier. Il est 13h22. On prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec François Pelliculier, le président de l'association des commerçants de Pointe-à-Pitre. Et on va terminer avec notre chroniqueuse Caroline Alix qui revient. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h27. En attendant de recevoir M. François Pelliculier qui arrive, on va retrouver Caroline Alix. Bonjour madame. Bonjour Danick. Tout va bien? Bonjour. Oui, ça va? Ça va, ça va. Générique, c'est parti pour les 10 bonnes raisons de préférer la médiation au procès. Voilà, alors, donc, il y a 10 bonnes raisons de préférer la médiation au procès. Madame Caroline Alix est présidente du centre de médiation AWAC, bien sûr. AMAC. Oui, AMAC, pardon, dont le siège se situe à l'Ordre des avocats. Alors, pourquoi aborder ce thème aujourd'hui ? En fait, je voulais revenir sur le livre L'Art de la paix, qui propose une vingtaine d'histoires, de courtes histoires, dans lesquelles j'explique pourquoi le procès est dangereux et pourquoi c'est peut-être mieux de préférer la médiation. Oui. Et dans ces histoires, en fait, en fil rouge, tu as des principes qui sont des grandes règles qu'on retrouve dans toutes les procédures. Et j'avais envie d'extraire les grandes règles pour parler de ça avec toi. Oui. Pour en parler avec la Guadeloupe. Ces grandes règles, il y en a une dizaine, voilà, qui sont après étayées dans le livre. Ouais. Il y avait courte histoire, donc d'après ce que tu dis, qui évoque les dangers du risque de rencontrer si tu deviens partie au procès, ça c'est vrai? Oui, c'est toutes des histoires vraies, tristement vraies, dans lesquelles le lecteur il peut ressentir, bonjour monsieur, dans lequel le lecteur peut ressentir les raisons, la mécanique judiciaire, comment elle impacte en fait le bien-être de la personne. Et donc à travers ces histoires, oui, le lecteur il peut vraiment éprouver ce qu'il attend s'il veut y aller. Mais alors, je sais pas, enfin je pose quand même la question, c'est pas un peu naïf de penser que les gens, on peut avoir un minimum de considération pour leur pire ennemi? Alors, comment ça se fait? C'est ça tout le problème, c'est que quand on est convaincu qu'on a raison, on veut saisir le juge pour que le juge impose à l'autre notre vision des choses. Oui. En faisant ça, quelque part, on ne se préoccupe plus de l'autre. L'autre ne nous intéresse plus, on peut faire fi, on passe outre. Et ça, c'est un petit peu violent, en fait, dans une société. Si on arrive à garder de la considération pour l'autre, même quand on est en conflit, même quand on n'est pas d'accord, eh bien là, on est sauvé. Et ça peut évoluer, faire évoluer les mentalités en Guadeloupe. Mais j'espère que si, à force de t'expliquer à toi, avec les auditeurs, comment est-ce qu'on peut voir les choses autrement, petit à petit, les gens ils vont pouvoir se convaincre eux-mêmes et convaincre leurs proches et leur entourage d'avoir plus recours à la médiation que de saisir le tribunal parce qu'on croit qu'on a raison et que le juge va nous suivre. Oui, mais alors, je ne sais pas, ça a un petit côté religieux, les 10 commandements pour éviter un procès. C'est des grandes règles, c'est des grands principes de base, c'est une philosophie du tribunal que les gens ne connaissent pas, en fait. Oui, ah bon? Et oui, j'en ai extrait une dizaine, il y en aura peut-être un peu plus ou un peu moins, mais ouais, c'est vrai que ça a une connotation un peu religieuse, mais le tribunal, c'est quelque chose de solennel et c'est quelque chose d'important dans lequel on rentre et on ne sait pas comment ça se passe à l'intérieur. Et c'est quoi le premier commandement alors? Alors, il y en a une dizaine. Aujourd'hui, je voudrais juste en aborder 2. Oui. 2 bonnes raisons de ne pas y aller. Oui. La première, c'est le principe judiciaire selon lequel nul n'est censé se rapporter de preuves à soi-même. Ça veut dire quoi? Oui, j'allais me demander parce que je n'ai pas compris la formule. Ben oui. C'est là où un commandement, un principe philosophique, un adage
mérite qu'on l'explique et qu'on le développe. C'est pas intuitif du premier coup, c'est pas simple. Oui. Alors, nul n'est censé se rapporter de preuve à soi-même, ça veut dire que le juge va écarter tout ce que tu dis. Ah, d'accord. Il va ne tenir compte que de ce que disent les autres. Donc, si tu veux être un minimum en lien avec la réalité et la vérité de ce que tu traverses, tu dois mobiliser tout ton entourage avec des attestations, tu dois fouiller dans tes papiers pour retrouver des contrats. Tout ce que l'autre a pu dire ou faire qui sera traduit par quelqu'un d'autre que toi. Donc on commence, ça devient difficile à faire comme exercice parce que le juge va écarter tout ce que tu dis qui n'est pas étayé par une pièce extérieure à ce que tu... Donc le travail de l'avocat, numéro 1, c'est d'expliquer ça aux gens pour qu'ils fournissent des attestations sur des formulaires très précis et pour qu'ils recherchent des contrats, des relevés comptes, des pièces, des factures. Voilà. Mais quand tu déménages, tu as jeté tout ça, la banque, au bout de 10 ans, elle les détruit et t'es foutu. Et c'est quoi le second ? Le second commandement, c'est que le juge a un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Oui. C'est quoi le pouvoir discrétionnaire d'appréciation ? C'est un mot un peu complexe qui autorise le juge à raisonner subjectivement une situation judiciaire, un dossier. Il a le droit... Tu ne veux pas tenir compte de l'objectivité, il est subjectif. Voilà, c'est-à-dire qu'il a le droit d'injecter sa subjectivité, son sens de l'équité à lui et donc ses valeurs à lui. Donc tu remets à un tiers que tu ne connais pas la solution d'un litige alors que tu ne connais pas les valeurs prioritaires que cette personne va cultiver et qui ne seront pas forcément les mêmes que les tiennes. Oui. Là où toi tu mets de l'importance, le juge il en mettra peut-être moins. et du coup tu t'en remets à lui. Oui, mais alors ça veut dire qu'un juge qui est ici, qui ne connaît pas la culture guadeloupéenne, il a un problème? Alors non, parce que ça veut rien dire. C'est la culture guadeloupéenne. Ben déjà la langue, s'il ne parle pas le créole, s'il ne connaît pas... Ben on a des traducteurs quand même, non. Oui. Le pouvoir discrétionnaire, c'est vraiment une marge d'appréciation élastique pour permettre au juge d'être dans l'équilibre de son dossier, de respecter un équilibre. Parce que le texte est trop large. Oui, ce sera sa propre analyse. Il a le droit, dans certains aspects du dossier, il a le droit de mettre de sa subjectivité à lui, de son sens de l'équilibre et de la justice, de la justesse des choses. Et ça, tu ne le maîtriseras jamais, c'est un angle mort que tu ne contrôles pas. Et comment l'avocat réagit sur ça? L'avocat, comment il réagit sur ça? Il s'en remet parce que c'est un droit du juge. Il n'a pas le choix. Alors nous, les avocats, notre travail, ça va être de verrouiller la réalité pour réduire au maximum cet angle mort. Pour contrôler l'information dans le dossier avec des attestations, des pièces. Mais tout ce que tu vas dire va être écarté. D'accord. Alors, dans la prochaine émission, tu nous parleras des autres commandements. Voilà, il y en a. Alors, je vous parlerai de la place de la victime dans le procès pénal, qui est franchement pas rigolote. Et je vous parlerai aussi des limites des pouvoirs du juge, puisqu'il est enfermé dans un texte. Et il n'a pas le droit de sortir de ce texte. Ok, merci, à bientôt. À bientôt, Danick, merci. Merci d'être venu. Il est déjà 13h34. On va recevoir M. François Péniculier. Bonjour. Bonjour. Il est président de l'association de commerçants, comment on l'appelle, la SCU. USCP, Union des services et commerces pointois. Exactement. Et aussi adjoint à la mairie de Pointe-à-Pitre. Alors, première question ce soir, Iman, pour aujourd'hui. Alors, première question, justement, on va parler de le premier semestre 2024 qui vient de se terminer. Quel est le premier bilan que vous tirez pour vous en tant que commerçant pointois? Après avoir fait un petit sondage entre nous, le premier trimestre n'a pas été mauvais. Il s'est tenu par rapport à 2023, mais il y a quelques effets conjoncturaux qui ont permis que ça se tienne. Par exemple, la période des soldes qui débutait très tôt dans l'année, le 17 janvier au 13 février. Puis après, il y a cette période de carnaval qui, elle, était aussi courte, qui était dans cette période de trimestre, qui s'est terminée fin février. Et puis, il y a la Saint-Valentin. Donc, période de soldes, période de carnaval, Saint-Valentin, il y a une petite embellie qui s'est amoindrie au mois de mars. Donc, en gros, sur le premier trimestre, ça se tient par rapport à 2023. C'est lors du deuxième trimestre du premier semestre qu'on peut se poser quelques questions, parce que le mois de juin a été très mauvais. Fête des mères et fête des pères, ça n'a pas été très 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 bon. Pourquoi? On n'a pas d'explication là-dessus. On ne sait pas pourquoi. C'est comme aujourd'hui, le début du deuxième semestre paraît compliqué. Juillet, août, très très compliqué. Pourquoi? On n'en sait pas plus. Et septembre, une rentrée excessivement morose. C'est l'inflation sûrement aussi. Pardon? L'inflation peut-être?
L'inflation, elle dure depuis un petit moment quand même. Elle tire depuis 2009. Quand on est encore sur des bases qui sont des mieux que des bases Covid, voilà, j'aurais du mal à expliquer ça comme ça, mais ça peut jouer parce que dans le temps, effectivement, ça grève énormément le portefeuille de tout un chacun. Et donc, forcément, ça se répercute sur nous qui sommes le dernier maillon de la chaîne, qui profitons du bien-être, du bonheur, de l'envie de sortir, de s'amuser du citoyen. Et donc, oui, sûrement. Alors, je sais qu'il y a toujours une polémique sur la période des soldes, on vient d'en parler. Est-ce que c'est réglé ou ça va se régler? Sur la date. Alors, la première période, pour nous, elle ne nous convient pas. Elle ne nous convient pas parce qu'elle est trop proche du mois de décembre. Ouais. Et comme c'est un arrêté gouvernemental, c'est un peu compliqué d'aller se plaindre au préfet, à la chambre de commerce. Ça a marché une fois, il y a 5-6 ans de ça, et on a du mal. On en discute, on a un bon espoir de pouvoir modifier cette date de 2-3 mois, par exemple. Qu'est-ce que ça changerait, janvier ou mars ou avril? On peut en discuter. Cette première période n'est pas bonne et on n'a pas beaucoup de moyens de modifier cette date-là. Pourquoi? Vous recevez de la marchandise fin novembre, début décembre. Elle a moins de 2 mois en magasin, donc elle est en cours de paiement, donc je ne peux pas la solder. Nous sommes en difficulté aujourd'hui, donc nous sommes à flux tendu. La marchandise, il n'y en a pas tellement que ça. Et donc ce qui est là, pour nous, vaut de l'or. On nous demande de la promotionner ou de la solder. Tout ça, c'est un peu compliqué, en tout cas sur la première période des soldes, oui. Et le préfet quand même est à l'écoute de... Ils sont toujours à l'écoute. C'est comme l'appréciation du juge. Ah d'accord, oui, c'est discrétionnaire. Voilà. D'accord. Alors, j'apprends rien, puisque depuis quelque temps, le problème de la vie chère est sur tous les réseaux, un peu partout, en Guadeloupe, en Martinique, en France. Est-ce que ça se répercute au niveau de la profession, par exemple, le vendeur de vêtements? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'on le remarque aujourd'hui, même sur les périodes dites festives, l'achat est pensé, calculé et devient quasiment un achat obligatoire. On voit beaucoup plus de personnes qui viennent aujourd'hui avec une veste dont le pantalon a été usé parce que trop utilisé, ils viennent chercher une compensation. Et ça se voit de plus en plus. On voit beaucoup plus chez les retoucheurs le fait que les gens font des reprises de vêtements. On voit beaucoup plus aujourd'hui des boutiques qui s'ouvrent du recyclage de vêtements. D'accord ? Oui, foncièrement, dans le temps, ça doit forcément jouer et forcément, c'est toute la chaîne qui en prend un coup parce que nous, on a moins les moyens d'acheter et en moins de propositions dans les superficies, le choix est plus compliqué pour la personne. Le coût de la matière première, elle a augmenté. Le coût du transport a augmenté. C'est une évidence. Nous, notre problème, c'est qu'on connaît la problématique du pouvoir d'achat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On minimise nos marges. Et donc, au bout d'un moment, ça se retrouve parce qu'on minimise la marge, en volume, on vend moins, donc la marge se rétrécit directement. Donc, à la longue, ça devient périlleux, effectivement. Et du coup, est-ce que la ville de Pointe-à-Pitre, elle est moins commerciale, commerçante? Pourquoi, en fait? Quelle est la problématique liée à Pointe-à-Pitre? Je vais répondre à ça parce que je trouve que c'est une question cruelle et en même temps c'est une question essentielle. C'est une vraie question. Non mais elle est vraie et je vais répondre à ça. La dynamique commerciale d'une ville, elle est proportionnelle à l'argent qu'on y met pour la dynamiser. Oui. Oui. C'est l'élu qui parle là? Pardon? C'est l'élu qui parle là? Non, c'est le commerçant. D'accord. Et puis ça peut être aussi l'observateur lambda. Ok. Bon. Faut quand même avouer que ça fait un petit moment que la ville de Pointe-à-Pitre n'investit pas trop sur ses structures économiques. Et que les ZAE, zones d'activité économique de la ville, sont quand même laissées à volo. On voit l'État. Compare par exemple aux abîmes, par exemple. Ah, ça, c'est encore un exemple encore plus cruel, parce que Abîme fait partie de Cap Excellence, Pointe-à-Pitre aussi, et Mao aussi. Et donc, quand on regarde le développement de ces villes limitrophes, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui a fait que ils ont saisi la balle au bon, le train en marche, et que nous, on regarde passer? On peut se poser la question. Bon. Alors, peut-être que c'est historique, peut-être que c'est le fait qu'on a toujours considéré que la ville de Pointe-à-Pitre était le pôle économique de la Guadeloupe. Elle a été pendant longtemps, quand même. Bien sûr, mais le problème, c'est qu'on n'a pas vu le vent tourner. On n'a pas vu ces villes mitoyennes se développer. On n'a pas voulu comprendre pourquoi elles se développent. Et on a continué à peser de plus en plus sur les problèmes récurrents de la ville de Pointe-à-Pitre. Donc, si vous n'investissez pas sur votre matière économique,
vous ne récupérerez pas de dividendes. Ça, c'est le premier point. Si une ville aujourd'hui est en moyenne, alors les chiffres ne sont jamais les mêmes, on va arrondir à 80% de logement social pour 15-20% de contribuables, vous vous rendez bien compte qu'il y a une surchauffe quelque part et que ça ne peut pas durer. Donc, les gens qui ont un peu du jote et un peu de moyens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ailleurs. Et ils délaissent la ville. Alors, j'ai une remarque que je fais parce que j'ai rencontré beaucoup de vacanciers, de Guadeloupéens qui viennent ici. Ils me disent la Pointe plus sale qu'avant. Eh bien, je partage. C'est pour ça que je dis, oui, je partage. Je partage et j'adhère totalement à cette observation parce que c'est vrai. C'est vrai et que nous, chefs d'entreprise, commerçants de la ville, habitants de la ville, propriétaires de ville, on se pose toujours des questions, mais pourquoi on a une telle malédiction? Pourquoi? Pourquoi on nous en veut autant de ne pas comprendre que l'effet principal d'une ville dynamique, c'est ce que nous avons appelé, quand on s'est assis à côté de M. Durimel, on a appelé ça les 3 S. La sécurité, la salubrité, le stationnement. C'était le préalable d'un développement, le préalable de faire revenir des investisseurs. Bon. Aucun investisseur est suffisamment stupide pour investir des centaines de milliers d'euros pour ne pas rentrer dans ses fonds, pour ne pas gagner un peu d'argent au bout de 2-3 ans. Et donc aujourd'hui, là, quand on regarde la ville de Pointe-à-Pitre, elle n'est pas très attrayante économiquement, elle n'est pas viable économiquement, et donc je comprends, et c'est pour ça que je dis que c'est cruel, que les gens veuillent aller ailleurs. Alors, ce qui est préjudiciable, c'est que ceux qui étaient installés là depuis de très nombreuses années, eux, sont partis déjà, et on sait où ils sont allés. Bon. On discute avec eux. Et donc, même s'ils nous disent aujourd'hui que la location est chère, moi j'étais à Destreland, je ne suis plus à Destreland depuis le 1er juillet 2023, sur un principe... C'est plus cher qu'un Pointe-à-Pitre d'Estreland. Largement. Oui. Alors, largement. Mais la rentabilité, le résultat du chiffre d'affaires mensuel est nettement au-dessus. Le problème, c'est qu'il faut faire un calcul à la fin. Est-ce que ma hausse de mon chiffre d'affaires par rapport à Pointe-à-Pitre me permet d'être plus à l'aise avec toutes ces charges-là? Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. Certaines séquences d'un centre commercial marcheront toujours mieux que d'autres. Et voilà, la règle, elle est comme ça. C'est le jeu de l'offre et la demande. Et par conséquent, Pointe-à-Pitre est moins attractif pour les raisons qu'on peut nommer. La salubrité, c'est évident. Mais le problème de l'hygiène, c'est quoi le problème? Parce que quand même, c'est Cap Excellence qui s'occupe de ça. Alors de l'autre côté, j'entends que la problématique des cartons de ville avec les commerçants n'est toujours pas résolue. C'est quoi le problème alors? Je pense que la ville de Pointe-à-Pitre, comme les 3/4 des villes de Guadeloupe, parce qu'on regarde bien, la ville de Bémao, c'est pas elle qui est active, c'est Jarry. La ville des Abîmes, c'est pas le centre-ville qui est actif, c'est plutôt Dotemar, et ainsi de suite. Je crois que le raisonnement économique n'existe pas à la tête des élus. Voilà, c'est pas leur première préoccupation. Mais vous êtes élu vous-même, donc... oui, mais j'ai pas dit... Enfin, je suppose que la question va venir, M. Zandonis. Ah ben oui, je vous connais un peu maintenant. Elle est incontournable, même. D'accord. J'ai pas dit que je critiquais pas la méthode de faire. Je vous ai dit... Elle est cruelle parce que je la partage. Et qu'en même temps, je me sens obligé d'une appréciation, parce que je suis le deuxième adjoint, plus en phase avec ce qu'elle pratique. Mais on peut espérer sur la première année, on peut espérer sur la deuxième année, mais à partir de la troisième année, on se pose des questions. Pourquoi? Vous constatez, les touristes constatent. Nous, élus, on ne peut pas constater ça? À moins qu'ils ne vivent pas en ville, à moins qu'ils n'ont aucun intérêt en ville, à moins qu'ils n'ont aucune expérience économique de comment fonctionnerait un centre-ville, dit zone d'activité économique. Alors, si on ne la comprend pas, eh ben, laissons faire ceux qui ont compris. Pourquoi on ne laisse pas faire? Parce que ça fait de l'ombre à celui qui n'a rien compris. Et s'il se trouve que c'est le premier d'entre eux, donc forcément, ça gêne. Voilà. Et donc, c'est ma réponse cruelle, parce que j'en suis, moi, aujourd'hui, entièrement là-dedans. Je n'arrive pas à faire passer mes idées sur un principe de base que tout le monde constate. Tout le monde le voit. Ne me dites pas que M. Durimel ne voit pas ça quand même. Je pense qu'il le voit, mais je pense qu'intrinsèquement, dans son mode de pensée, il ne pense pas solution. Je pense aujourd'hui, quand je l'ai écouté dernièrement qui présentait son satisfecit sur le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes, honnêtement, je crois que c'est pas de la mauvaise volonté, même si on peut se poser de la question, mais il ne comprend pas ce truc-là, il faut être honnête. Je ne vis pas en ville, je ne travaille pas dans le rez-de-chaussée, je suis quasiment jamais dans les rues. D'accord. Vous vivez quoi là? Vous souffrez quoi? Vous vivez quoi? Vous entendez quoi? Ça veut dire que c'est un maire qui est hors sol.
Je ne dirais pas ça parce qu'il est avocat, donc il doit de temps en temps entendre les problématiques de la ville. Hein, oui. Même si on peut comprendre aujourd'hui, quand on entend la Vox Populi, qui a une appréciation un peu particulière, et je m'en excuse déjà, madame, sur le métier d'avocat, et je n'irai pas plus loin. Donc, tout ça additionné, honnêtement, on se pose des questions. Honnêtement, quand vous regardez ce qui est accrédité sur le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes, vous êtes en droit de vous poser des questions pour l'avenir. D'accord ? On lit ce rapport. Je ne sais pas si j'ai... Oui, un peu ? Un peu. Un peu ? Oui. Bon, alors je me tais, j'attends la suite alors. Non, allez-y. Non, parce que, bon, il faut le dire, bon, c'est une nouvelle municipalité qui était née avec beaucoup d'espoir, et puis là, c'est du désespoir. Oui. Alors, certains ne penseront pas comme moi que c'est le désespoir affiché, mais moi je le pense honnêtement, parce qu'on est à un an et demi des prochaines élections. Oui. D'accord ? Vous êtes en campagne déjà ? Écoutez, chaque jour suffit à sa peine. Hein. Moi, j'essaie juste de faire passer 2-3 idées là, de base qui pourraient demain nous faire entendre différemment. Je suppose qu'aussi, on va parler des touristes, parce que... l'attractivité touristique, mais oui, c'est ça. Voilà. Aussi. Et donc, il y a une compagnie de croisière qui a décidé de ne plus revenir en Pointe-à-Pitre. Oui, elle a pu revenir suite à une déclaration du patron. C'est-à-dire que c'est un peu particulier que le patron tienne un tel raisonnement. Hein, et qu'il est là depuis 3 ans et demi et qu'il dit qu'il n'a pas les moyens. Ouais. D'accord. Et c'est un peu bizarre ce truc-là. Et aujourd'hui, un satisfecit de la Chambre régionale des comptes sur le compte administratif 2023 et le budget primitif de 2024, ceux qui entendent ce genre de raisonnement peuvent se poser des questions. Oui. Alors, si on avait géré le problème de la salubrité et de la sécurité. Oui, parce qu'il y a 2 jours, moins d'une semaine. Oui, avant-hier. Avant-hier, oui. D'accord. On aurait peut-être eu une vision, enfin, nos touristes et croisiéristes auraient peut-être eu une vision différente de la ville de Pointe-à-Pitre. Si on avait programmé, il y a quelques années de ça, au lieu d'avoir un touriste de masse qui n'a pas les moyens, qu'on leur fait dans les croisières du all inclusive, c'est-à-dire pour acheter le café, ils retournent sur le bateau, on aurait peut-être un peu plus de moyens. Quand on entend de notre côté, vous avez les îles anglophones ou hispaniques autour de nous qui disent que 1 million de touristes et $1 milliard de plus-value, on a du mal à comprendre comment on ne comprend pas ici. Bon. C'est vrai qu'à la date d'aujourd'hui, on est à défaut partout. À la ville de Pointe-à-Pitre, mais je dirais aussi la Guadeloupe. Parce que défendre un touriste de masse, c'est pas défendre un touriste qui a les moyens. Et donc, la ville de Pointe-à-Pitre, il faut quand même lui tirer la vérité, c'est qu'elle n'a pas les moyens de relever ce challenge-là, et que ce challenge-là, il est plutôt régional, départemental et communautaire. Et donc, aujourd'hui, s'ils ne se mettent pas autour d'une table pour régler ces problèmes-là, commençons déjà par le projet Caru-Carabé. Par exemple, commençons. Il est enterré ou il est noyé ce projet? Alors, moi, je pense qu'avec la dernière déclaration que j'ai entendue sur le parking Quai Lefebvre, honnêtement, je pense que les mecs, ils n'ont rien compris. Ils sont à côté de leur plaque. Ne pas vouloir garder l'exploitation du parking Quai Lefebvre, 547 places quand même, qui est gratuit, dans une ville qui a la problématique du stationnement, honnêtement, c'est ne rien comprendre au truc. Bon. Ça, c'est clair. Ce parking-là, il a été financé par M. Jacques Banroux. On peut l'aimer ou pas l'aimer. En tout cas, 3 millions d'euros pour le financer, goudronner, mettre la lumière, 3 millions d'euros. Bon. On perdait 3 millions d'euros si on ne veut pas garder la gestion de ça. On perdait 3 millions d'euros si on ne veut pas comprendre que si on admet que la ville de Pointe-à-Pitre est une zone commerciale à ciel ouvert, on doit admettre que ça doit être aussi une zone de parking à ciel ouvert. Oui. C'est une évidence. La ville de Pointe-à-Pitre, moi je prends toujours le même exemple. Vous venez à minuit, la moitié des places sont libres. Oui. Bon, on peut considérer qu'à minuit, ce sont les habitants. C'est-à-dire qu'il manque la moitié des habitants au centre-ville. Voilà ce qu'on peut considérer. Et quand vous venez à 7h30, 8h du matin, il n'y en a plus une. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont ceux qui viennent travailler à Pointe-à-Pitre, qui se gardent devant les magasins. Bon. Mais habitent-ils à Pointe-à-Pitre? Non. Sont-ils fiscalisables en ville? Non. Donc ça veut dire quoi? Ils viennent travailler, ils gagnent leur pognon et ils vont payer l'impôt ailleurs.
Donc la ville ne gagne rien dessus. Donc il y avait une manière, il y avait une possibilité, avec ce parking qu'est Lefebvre, de comprendre qu'il y avait... De récupérer un peu. Mais évidemment, ça ne s'est pas fait. Les dernières déclarations sont un peu particulières. On ne veut pas la gestion de ce parking qu'est Lefebvre. Pourquoi? On entend un chantier naval. Enfin, c'est un peu particulier, quoi. D'entendre ces choses-là, c'est un peu bizarre. Bon, il faut une requalification de la rue du quai Lefebvre de la rue Lamartine. C'est un projet mandature bon goût. Oui. Bon. 77 places de supprimées, des travaux qui dureraient 4 mois, on est quasiment à 17-18 mois là. Bon, ça laisse présager des lendemains qui déchantent pour la rue Lamartine. Parce que quand ils vont l'entamer, celle-là, ce qui devait durer 4 mois, durer 17 mois, qu'est-ce qui va se passer là? Bon, ça devient problématique. Il y a plein de choses au centre-ville de Pointe-à-Pitre et à la ville de Pointe-à-Pitre tout court pour développer ça. Oui, et il y a le problème des incendies aussi. Alors, je ne veux pas trop... ça fait beaucoup, hein. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je ne veux pas trop polémiquer là-dessus. Excusez-moi de prendre des termes un peu vulgaires. Tout le monde flippe de ça. Ouais. Tout le centre-ville flippe de ça. Ouais. D'accord? On reconnaît une ville d'art et d'histoire, mais on ne veut pas reconnaître le nombre de maisons en bois délabrées. Ouais. D'accord? Et en général, elles sont mitoyennes l'une à l'autre. Ça veut dire que ce qui s'est passé à la rue Peigné peut se reproduire partout à Pointe-à-Pitre. Je vous donne une information. Les enseignants qui habitaient à Carnot, ils ont décidé de quitter les logements d'enseignants à cause de ce qui s'est passé à la rue Peigné. Ah, ça je ne savais pas. Ah oui, je vous donne l'information. Ouais. Ça, je ne savais pas. Ouais. Bon, ben voilà, c'est le... Donc ces logements-là, ils vont être vides, et les enseignants qui habitaient là, honnêtement, là aussi, hein, c'est une bonne question et la réponse, elle est cruelle, mais c'est ça. Et la grande vérité, c'est que même si on peut poser des solutions à ce genre de problème, on n'arrive pas à se faire entendre. C'est-à-dire qu'on aurait réglé dans les 3 S, sécurité, salubrité, stationnement, on aurait déjà fait une grande avancée sur la redynamisation du centre. Pourquoi? Demain, quelqu'un qui veut investir la ville de Pointe-à-Pitre sur une ancienne nouvelle, qui n'a pas... Qu'est-ce qu'il verra? Il fera un petit calcul, une étude de marché, il verra quand est-ce qu'il rentrera de ses fonds, quand est-ce qu'il va gagner de l'argent. À la ville de Pointe-à-Pitre, elle a d'aujourd'hui d'une fiscalité qui est confiscatoire, parce que 15% de contribuables qui contribuent à 85% de gens, et c'est là que ça me fait dire qu'on a fait un calcul qui est très politicien. Mieux vaut récupérer 15% de 85% social que 100% de 15% de contribuables. Ouais. Le calcul est mesquin, mais il est celui qui est fait à la date d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, on a beaucoup à dire là-dessus. Si j'ai un petit moment, je vais vous parler de mon étonnement. Très rapidement, oui. Mon étonnement sur le rapport de la Chambre régionale des comptes. Je dis simplement, on passe de 77 millions à moins 6 millions. D'accord? On est toujours sous tutelle, bizarre, puisqu'on a remboursé quasiment 90%. Deuxièmement... C'est l'État qui dirige Pointe-à-Pitre, en fait. Ben oui, c'est ça la grande vérité. Mais avec complaisance, il faut être honnête. Oui. Parce qu'on a eu pas mal de cécité de l'État sur des reprises de charges, sur des compensations de dépenses, sur des subventions attendant au plan Corum. Le plan Corum, c'est contrat enfin, il y a le R là, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on cumule la dette et on essaie de l'effacer. On commence le plan Corum en début 2022. En fin 2023, on passe de 77 en 2 ans à moins 6 millions. Nous, on était plutôt partants en disant que étaler la dette au moins sur 2 mandatures, faites moins souffrir les Pointois, quel que soit son lieu, sa situation géographique dans la ville, mais investissez plus dans l'outil structurant de la ville. Bon, ça ne s'est pas fait. Il y avait des moyens de gagner ou d'économiser pas mal d'argent, c'est-à-dire sur le volume de l'assurance, sur le volume de l'essence, sur la facture de l'électricité publique, quand bien même qu'on est en train de faire du fonds Roche, du photovoltaïque, oui mais... On remplace 560 mâts, mais il y en a 1400 et quelques. On est très en retard. On est à 15-16 mois des élections. On n'aura jamais le temps de tout faire. Donc, on a tout fait à l'envers. Tout fait. Ce qu'il fallait redonner une image différente de la ville, on a préféré gérer un remboursement de dette dont on est, nous. Pas comptable. Non, on ne peut pas. Quoi, vous faites des budgets primitifs équilibrés, c'est-à-dire tant de dépenses, tant de recettes, vous sortez même pas 10 € d'investissement et vous remboursez une dette de 76. Bon, voilà, c'est des calculs comptables où on se permet de faire un peu ce qu'on veut avec la comptabilité publique, qui n'est pas privée, parce que privé, il y a longtemps, nous t'es mis en côté. En un mot, est-ce qu'il faut... Quelqu'un peut venir investir aujourd'hui à Pointe-à-Pitre? Est-ce qu'il y a ce qu'il faut?
quelqu'un qui vous écoute ou bien qui veut venir habiter Pointe-à-Pitre? Est-ce que c'est le moment? Alors, habiter aujourd'hui, à mon avis, il doit y avoir des affaires. Hein, voilà. Mais le problème des affaires, c'est que la taxe foncière, elle n'est pas donnée. Ouais. Bon, ça c'est un frein. Ça c'est le premier point. Le deuxième problème, c'est que s'il se satisfait du peu de salubrité qu'il y a, pourquoi pas? S'il se satisfait de la difficulté de trouver une place de stationnement, pourquoi pas? S'il se satisfait de voir autant d'SDF dans les rues à toute heure de la journée, enfin, tant mieux, il est sacré gladiateur celui-là. Mais enfin, ou celui ou celle-là. Je ne pose pas la dernière question qu'elle a venir pour Pointe-à-Pitre. Bon, on va s'en tenir là aujourd'hui, parce que vous aurez l'occasion d'y revenir probablement, et d'autres personnes. Voilà, bien, il est pratiquement 13h54. On fait un rappel des titres rapidement avec Iman Younous. Oui, alors au niveau des informations, c'était essentiellement axé sur la rentrée. Nous avons parlé de la visite des collèges avec le département, l'occasion de faire un point sur les travaux réalisés en matière de sécurité et de bien-être. Il était aussi question de la distribution des kits scolaires par le CCAS de Morne-à-l'Eau pour permettre de lutter contre la précarité. Le personnel du rectorat a fait sa rentrée et la rectrice a parlé des enjeux et perspectives pour cette rentrée. Aussi, sur Saint-François, on a parlé de la mobilisation des animatrices périscolaires, donc qui sont en grève depuis lundi. On n'a pas parlé du départ des Jeux olympiques, paralympiques pour certains élèves qui ont pu bénéficier d'un dispositif Ma Classe au jeu. Donc, 300 élèves ont pu partir et bénéficier. Ils sont en train de revenir déjà. Ils sont déjà en train de revenir, donc on aura le sujet sur le retour. Alors, on a reçu le parent d'élèves, l'association des parents d'élèves CPE, qui nous dit que la rentrée, pour l'instant, elle est moyenne. Il y a un bilan qui va être fait, un second bilan. Ce qui est inquiétant pour Pointe-à-Pitre, pour la Guadeloupe, c'est que Bruno Benjamin, le président de l'association des ouragans, nous a dit que dans 3 jours, c'est ça, dans 2 jours exactement. Oui, le 8. C'est que le pic cyclonique, on ne sait pas s'il va être favorable ou défavorable. Et donc, préparer les kits, les gens qui nous regardent aujourd'hui, alors à manger pour 3 jours, c'est ça? Par personne. Bien sûr, des piles. Oui, kit de santé aussi. Et au niveau des écoles, on sait ce qui va se passer si demain, dans 3 jours, ça augmente. De toute façon, le mois de novembre est encore loin, mais il y aura encore des mouvements au niveau de la saison cyclonique. Nous sommes à mi-parcours, et on sait, monsieur Pévéculier, que quand il pleut à Pointe-à-Pitre, on peut nager. Forcément, vous savez tout, hein, on ne peut rien vous cacher. Et ça aussi, c'est problématique, parce que je sais. À la rigueur, le boulevard, on a souvent connu le boulevard sous l'eau, mais les rues perpendiculaires au boulevard, la rue Schellcher, la rue Frébeau, on n'avait jamais connu ça. La rue Nausière, qui sont inondées quasiment jusqu'à la rue Bérégoire. Ça devient problématique, mais il y a aussi une explication là-dessus. Hein. Oui. Il y a une explication, même au niveau de la rue Vatam. Et alors, avec Caroline qui est revenue, on a parlé de préférer la médiation au procès. Elle nous a donné 2 commandements sur les 10. Alors, on attend la suite. Merci d'être venu. Merci de nous retrouver dans le ZCL. Ce sera comme ça tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi avec Iman. Et avec nos chroniqueurs et nos invités, comme François, mais un peu d'autres, parce que demain, on attend d'autres personnes et il y aura encore d'autres choses à dire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Il est exactement 14h, pratiquement, 13h59. Demain, rendez-vous à partir de 12h30 pour d'autres invités. Et puis, bien sûr, nos chroniques vont revenir progressivement. Allez, ciao, bye bye. Bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné comme moi. Mais comme il va.